faut qu'ils ferment les portes, hein, parce que sinon on a des problèmes de... Il y aura trop de monde, c'est ça. Le problème, c'est qu'il va y avoir trop de monde là. Je sais pas comment on va faire. C'est marrant, la roue électrique autonome. Il y a des Italiens qui ont fait à peu près le même principe pour des vélos. T'accumules au freinage et puis ils te restituent. Alors, choisissez vos couleurs. Il y a rose, gris. Il n'y a pas de couleur corporate là. C'est quoi la couleur corporate chez vous? C'est plutôt bleu. Bah, allez, on va prendre le bleu. Là, c'est la couleur corporate CNCPI, donc c'est violet et gris. Ouais. Peu importe. Allez, c'est un super bon. Il est rouge celui-là, peut-être que je sais pas si ça va. Et donc il est Covid, et doublement Covid, vous avez vu hein. Cela étant, je pense qu'ils doivent mettre ça. Ça doit exister tout le temps. Sinon, je te passe la main. Ah bah. Ça marche ou pas? Ouais, ça va marcher. Ouais, parce que sinon. Ça va être compliqué de tenir le. Ça se présente hein. Non, ça va pas marcher. Alors, chacun sa bouteille. On partage ça. On a une là, hein. Raphaël qui est juste derrière. Qu'est-ce que tu cherches? Le capuchon de ma clé USB. Je vais aller les voir parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le micro. Il a passé un numéro rouge. Ah ouais. Donc vous avez venu avec des collègues en disant au pire il y aura du monde. Je suis venu avec. Ouais, j'ai un collègue. T'as pas vu que je t'avais donné le capuchon ou c'est moi qui l'ai? Non, tu me l'as donné comme ça. Bon, vous avez pris des vacances quand même? Ouais. Je pense qu'il faut qu'on y aille parce que sinon ils vont couper La chip, il est là-bas. Ouais, il est l'heure, je pense. Hein. Je sais pas, il y a un silence. Ah, puis c'est pratique parce que grâce au Covid, Il est 9h02. on a notre auditoire qui est disséminé. Bien. Bah, écoutez, bonjour à tous. Je pense qu'on peut débuter cet atelier CNCPI lors duquel on va vous présenter quelques éclaircissements sur ce qu'on entend par IP. Alors on a joué sur les mots puisqu'on est ici dans un salon où on va parler de IoT, IA, et on va faire aussi un point sur l'IP. Donc nous sommes là 4 représentants de 4 cabinets conseils en propriété intellectuelle ou industrielle. Et ben, j'ai le plaisir de commencer. Donc allons-y. Donc on va d'abord vous parler un petit peu de quels sont les enjeux de protection donc dans ce domaine de l'IoT, des objets connectés et de l'IA. Donc, vous le savez, c'est un marché, enfin c'est une nouvelle ère technologique qui s'ouvre. On l'appelle la 4e révolution industrielle. Et donc, ça met en jeu des appareils qui sont des objets connectés, qui vont être équipés de capteurs, de processeurs, de logiciels, le tout connecté à Internet, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Ça va représenter, d'après certaines estimations, 26 à 30 milliards d'appareils dans les foyers ou dans des lieux physiques d'ici à 2025. Donc, c'est une tendance technologique de fond, ça n'a échappé à personne. Et le premier point qu'on peut mettre en lumière s'agissant de l'API, de la propriété intellectuelle, ce sont les brevets comme source d'information de cette évolution technologique. Donc, les brevets, si vous allez sur la base d'EspaceNet, par exemple, on vous indique qu'il y a 110 millions de publications brevets accessibles. Donc, vous voyez que là, vous allez trouver de quoi vous nourrir en termes d'informations techniques sur
sur ce domaine des objets connectés, de l'IA notamment. Alors, c'est évidemment un marché extrêmement concurrentiel, de plusieurs milliards de dollars par an, nous dit-on, et il y a des intérêts majeurs en jeu. C'est pour ça que la propriété intellectuelle va jouer son rôle, parce que c'est un rôle de protection, et parce que ça va garantir le développement, aider à l'entreprise à promouvoir le développement de ces innovations. Ce que je vais simplement faire rapidement, c'est vous expliquer ce qu'on entend par propriété intellectuelle. Alors, propriété intellectuelle, il y a deux grands volets, propriété industrielle d'une part et propriété littéraire artistique d'autre part. Pour faire simple, la propriété industrielle, c'est un instrument juridique pour protéger toutes les créations d'ordre technique et d'ordre esthétique, à vocation industrielle et technique. Et la propriété littéraire et artistique, elle vise plus les droits d'auteur et ce qu'on appelle les droits voisins. Donc, la propriété littéraire et artistique, si vous voulez, elle est plus ciblée sur la personne physique, sur la protection patrimoniale et morale de l'auteur, ce qui n'est pas exactement compatible avec l'industrie. Donc c'est pour ça qu'existe la propriété industrielle. Et donc c'est en fait un monopole qu'accordent les États, qu'accordent l'État, les États ou les réunions d'États pour permettre à ceux qui ont investi dans la R&D, notamment dans les objets connectés, l'IA, de s'y retrouver, c'est-à-dire de ne pas se voir spoiler trop rapidement. Donc l'API, on le voit comme un accélérateur de croissance, notamment pour les startups. C'est aussi un élément de l'actif immatériel de l'entreprise. Donc vis-à-vis des investisseurs, ça a son rôle pour séduire et rassurer surtout. Je passe sur les avantages en termes de moyens de communication. C'est aussi un moyen de communiquer. À défaut d'avoir un droit extrêmement solide, on peut toujours s'en servir pour le marketing. De toute façon, tant qu'il n'est pas invalidé, il reste présumé valable, donc ça peut être dissuasif pour les tiers. J'ai parlé de la source d'information, c'est très important aussi, puisque le deal avec les États, c'est le monopole contre la divulgation. Donc ça, retenez-le, information. Et puis surtout, ce que je pense intéressant également, c'est l'aspect formalisation que impose l'API. Elle vous oblige à coucher sur des fichiers ou sur des papiers, ça c'était dans l'ancien temps, toutes vos informations cruciales en termes techniques ou autres. Et ça, c'est intéressant d'inventorier, de dater et d'identifier les auteurs. Vous verrez que ça, c'est des piliers très importants en matière de propriété intellectuelle. Alors, pour vous faire un petit focus rapide, je vais d'abord vous expliquer, passer en revue ce qui se passe au niveau des objets autonomes connectés, de l'Internet des objets, comment s'articule un peu l'API par rapport à ce domaine technique. Et puis après, on fera un focus sur l'intelligence artificielle et l'API. Donc, les IoT, les objets autonomes connectés, en fait, donc, ça s'appréhende sous différents aspects techniques. On parle de réseau, on parle de système d'identification électronique normalisé et unifié, de dispositifs mobiles sans fil, d'entités numériques d'objets physiques et de méthodes de récupération, stockage, transfert et transfert des données entre ces entités numériques et les objets physiques. Et aussi, bien sûr, les données. Elles sont en masse innombrable, et elles sont au cœur de ces objets connectés, dans toute la communication permise par Internet. Donc, ce qu'on peut souligner ici, c'est que, je l'ai dit, il y a des aspects techniques dans ces objets.
Et ces aspects techniques ils peuvent être appréhendés au travers de l'outil de l'API qu'on appelle le brevet d'invention. Donc, pour vous donner un exemple, ah ben ça ne marche pas évidemment. Ok. J'ai pas les liens. Bon, écoutez, alors je voulais vous passer une slide sur juste un brevet qui explique que même dans les bouchons, on peut avoir des bouchons connectés, des bouchons pour les bouteilles de vin. On a des dispositifs de marquage RFID qui permettent donc de localiser, de tracer les bouteilles de vin. Et donc voilà, je voulais vous montrer un exemple de brevet là-dessus. Donc on a d'autres possibilités de protéger au travers des brevets, c'est les réseaux de réseaux. Ça, ce sont des produits, ce qu'on appelle en termes de brevets des produits. Comme les systèmes sont appréhendables au travers du brevet, les dispositifs également, pour autant qu'ils présentent évidemment des caractéristiques brevetables, mes confrères y reviendront certainement. On a aussi des méthodes. La méthode, la façon de faire, c'est une suite d'opérations, pour autant qu'elle ait un contenu technique, on en reparlera, elle peut être appréhendée par le brevet. Ce qui est beaucoup plus évanescent, ce sont les données. Les données, celles-là, elles ne sont pas appropriables directement par un instrument de pays, parce qu'elles sont en nombre et donc qu'on appelle de libre parcours, un petit peu comme les idées. Il existe néanmoins quelques outils juridiques pour vous aider. Et il y a un aspect aussi qui est important au-delà du droit, c'est que toute cette technologie d'objets connectés, d'objets autonomes, est aussi un moyen de traçage. C'est-à-dire que ça vous permet également de suivre un petit peu le devenir et éventuellement les copies de vos produits. Donc, sur ce traçage, ça ne va pas marcher, mais je voulais vous expliquer ce que c'était. J'avais relevé, par exemple, une technologie qui a été mise au point par une société grenobloise qui permet l'insertion de capteurs au sein de fils textiles. Donc, j'avais 2 brevets à vous montrer qui plantent le décor de la technologie, qui protègent cette start-up grenobloise. Ça s'appelle le Thread Technology. Et donc, je pense qu'elle est d'ailleurs aujourd'hui parmi nous. Donc, ça montre aussi que certes, on peut tracer, se passer du droit peut-être, en partie, pour éviter les contrefaçons, mais à un moment donné, l'innovation, on la retrouve toujours. C'est-à-dire que même dans ce domaine du traçage, on va mettre au point de nouvelles choses et on va les protéger pour ne pas tout de suite en faire profiter les concurrents qui n'auront pas investi dans ce domaine. Donc voilà un petit peu sur les objets autonomes connectés, les IoT. Je ne voudrais pas oublier les marques, parce que c'est important aussi de pouvoir identifier les produits, les objets, au travers de leur nom, de la désignation par une marque verbale, ce qu'on appelle une marque verbale, mais aussi au travers peut-être de leur forme. La marque aussi en 3 dimensions, sous certaines conditions, peut être un moyen de protection qui identifie l'origine du produit, de l'objet connecté. Et enfin, il ne faut pas oublier l'aspect design, esthétisme, la beauté de l'objet, qui, elle, relève là du plus, justement, de l'aspect artistique, du droit d'auteur, la propriété littéraire artistique, je vous en ai parlé, mais qui a aussi son pendant dans la propriété industrielle au travers de ce qu'on appelle les dessins et modèles déposés. Donc ça aussi, ce sont des éléments qu'il ne faut pas négliger. En fait, c'est une protection composite qu'il faut envisager pour ce type de dispositif. Alors, je vous ai parlé des éléments protégeables par appropriation. Le droit permet une appropriation, un droit de propriété. Et puis, il y a aussi tout ce qui est du domaine de l'intangible, c'est-à-dire du domaine des données, des entités numériques. Là, il y a le mécanisme d'appropriation par le droit n'existe pas, mais le droit fournit des moyens pour vous aider à vous protéger. On parle notamment de contrats, de secrets,
Voilà, tout ça va aussi contribuer à protéger les données. Et on pourra l'évoquer tout à l'heure, il y a aussi la protection des données personnelles qui entre en jeu, la protection des bases de données par un mécanisme particulier. Alors, sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Quelle heure est-il ? Il est 9h15, donc je vais devoir aller rapidement pour laisser un peu de temps à mes collègues. Ce que je peux vous dire sur l'intelligence artificielle, c'est que là aussi, on retrouve des produits. Merci Samuel. On retrouve des produits, des procédés. Au travers de l'IA, il y a évidemment un cœur logiciel, un cœur algorithmique qui est extrêmement important, mais pas seulement. Pas seulement. Il vous faut savoir que les algorithmes en tant que tels ne sont pas brevetables, ils ne sont pas non plus protégeables par le droit d'auteur. En revanche, quand ils sont intégrés dans un processus technique, un procédé, le brevet est un instrument d'appropriation et de protection de tout ce qui est algorithme logiciel. On retrouve l'idée des données, l'idée des données protégeables par le secret, protégeables par des mécanismes de protection des données personnelles. Ce que je voulais vous signaler, c'est que l'intelligence artificielle, ça peut être une invention en soi. Ça, c'est une première façon d'aborder l'intelligence artificielle et de la protéger. On peut la protéger donc au travers du brevet notamment. C'est aussi un outil qu'on peut intégrer dans des processus industriels qui peuvent être brevetés. Et enfin, c'est aussi un moyen de créer. Donc, c'est aussi une ère nouvelle qui s'ouvre, puisqu'on va rentrer dans un temps où les machines contribueront à la création avec l'être humain. On a d'ailleurs une anecdote qui s'est passée à l'Office européen des brevets, qui est le fait d'avoir nommé une machine qui s'appelle Dabus comme inventeur de 2 demandes de brevet. Alors, l'OEB a refusé la mention d'une machine comme inventeur en disant que seul un être humain pouvait être inventeur. Mais la réalité est quand même autre. Donc, le droit, comme toujours, devra s'adapter à ces évolutions. 2 points rapides, juste pour vous dire que la protection, c'est quoi d'abord ? Je l'ai déjà dit, c'est se donner un monopole pour permettre d'exclure pendant une période donnée les concurrents, éviter que trop vite et trop facilement ils usent des produits de votre recherche et développement. Et le deuxième point, qui n'est pas des moindres, c'est de prévenir les risques juridiques, c'est-à-dire que ne vous lancez pas dans une exploitation sans avoir vérifié s'il n'y a pas un brevet qui vous bloque, un modèle déposé, une marque. Bref, c'est vraiment le socle. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas le droit de faire à cause de droits d'interdire qui existent. Donc ça, retenez-le, c'est la première chose à vérifier. Ouais, donc c'est ça, c'était la slide là. Donc protection contre les concurrents et les risques juridiques, liberté d'exploitation. Les outils, je les passe rapidement en revue. Brevet, marque, droit d'auteur, dessins et modèles, j'en ai parlé. Le secret, ça s'organise. Le secret, ça s'organise par des contrats, ça s'organise par des procédures internes. Ça s'organise aussi par la formalisation, l'inventaire de toutes les données pour pouvoir les retrouver. Et donc, c'est un point sur lequel il faut être très vigilant. Il y a des normes aussi qui viennent inférer dans la protection de l'IP. Les normes, notamment dans le domaine de la connectique, de tous les objets connectés. Et ça, on va permettre par un mécanisme de licence, en quelque sorte, obligatoire, qu'on appelle les licences FRAND, de permettre à tous d'avoir accès aux technologies brevetées, comme le Wi-Fi, le 3G, en obligeant les propriétaires de brevets à concéder dans des conditions raisonnables des licences. Voilà, donc c'est pour
évidemment l'interopérabilité. Le brevet n'est pas un obstacle à partager un certain nombre de choses. Évidemment, la loi et le juge peuvent intervenir pour contraindre et faciliter la circulation des brevets. Protection des bases de données, j'en ai parlé. Les producteurs de bases de données ont le droit à une protection contre l'extraction des données. Et je passe rapidement sur le règlement général de protection des données personnelles. Pour terminer, je veux juste vous donner un exemple visuel d'une start-up qui s'est créée il y a 2 ans et qui a été confrontée à ces problématiques de pays. Donc, si ça marche, je ne sais pas si vous avez du son. Il n'y en a pas de son. Ah, bon, désolé. Allez-y. Vous ne pouvez pas aller dans la barre des outils. Je suis pas très PC, mais je l'ai trouvé tout à l'heure là. Dans la barre des notifications, Allez, vous ouvrez, vous choisissez les périphériques. Ah oui. allez, désolé. Bon, bah écoutez, ça marche, on essaye. Pour tous les motards, partout dans le monde, nous avons créé SentiDrive. SentiDrive est une solution technologique et sécuritaire pour réagir efficacement face aux imprévus du quotidien. Le système se compose tout d'abord de 2 caméras et agit comme un témoin en toutes circonstances. SentiDrive protège votre véhicule quand il est stationné. Si votre moteur On va se mettre que tu sois mieux quand même. Bon, décidément, la technique nous joue des tours. Alors, on essuie Pour les tous les plates. motards, partout dans le monde, nous avons créé SentiDrive. SentiDrive est une solution technologique et sécuritaire pour réagir efficacement face aux imprévus du quotidien. Le système se compose tout d'abord de 2 caméras et agit comme un témoin en toutes circonstances. SentiDrive protège votre véhicule quand il est stationné. Si votre moto est déplacée ou secouée, un capteur de vibration vous indique un danger potentiel et vous êtes averti sur votre smartphone. Les différents capteurs sont capables de détecter une chute, à l'arrêt ou en mouvement. Le système transmet votre position et avertit vos contacts prédéfinis afin de déclencher les secours au plus vite. Les données vidéo sont automatiquement transférées par 4G sur nos serveurs sécurisés. SentiDrive. Gardez un œil sur votre sécurité. Voilà, donc écoutez, je vais laisser pour conclure les créateurs eux-mêmes donner un sentiment sur l'IP. Ce sera peut-être le... La première chose à dire, c'est de ne pas négliger, et dès la base, dès les prémices du projet, dès le business plan, de bien intégrer et de bien penser aux coûts liés à cette pays. Parce que comme on le disait tout à l'heure, comme Benoît le disait, c'est quelque chose d'indispensable pour la faisabilité du projet. Donc tout d'abord, de bien intégrer ce coût. Dans un second temps, je dirais il y a énormément de possibilités pour cette protection, donc il faut bien savoir prioriser en fonction du moment T. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance de se faire conseiller par le cabinet Placeroom, mais il y avait tellement de choses à mettre en place qu'on a su prioriser en fonction des moyens du moment et de notre développement. À savoir que nous, on a commencé donc par l'API, d'avoir le feu vert. Une fois que l'API était OK, on a déposé une enveloppe solo, on a fait des NDA en termes de collaboration et des contrats de collaboration avec nos partenaires chinois. Ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, à l'instant T. Et pour le futur, il faut bien garder en tête toujours les dépenses qui sont liées à cette protection, puisque nous, on va se développer et donc il va falloir développer également en face des moyens de se protéger tout au long du projet. Notamment, pourquoi pas un brevet d'ici quelques mois, voire quelques années. Bon, c'est tout le succès qu'on vous souhaite, d'abord en termes de produits et puis en termes de IP. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Donc voilà, juste pour terminer cette slide qui montre leur dispositif avec l'éventail des possibilités qu'offre l'API en termes de protection. J'en ai parlé tout à l'heure. Comme je suis largement au-delà de mon temps, je vais conclure.
Et je vais vous remercier. Je passe la parole à mon successeur, mon confrère Olivier. Merci. Donc là, Raphaël vous a présenté les différents droits de propriété intellectuelle qui sont possibles. Et maintenant, on va s'intéresser plus aux idées reçues par rapport à la propriété intellectuelle et liées à l'IoT, mais surtout dans le domaine des brevets, parce que, comme vous avez pu le comprendre, en fait, dès qu'il y a un caractère technique et il y a une invention technique à protéger, l'outil préférentiel pour protéger cette invention technique, ça sera le brevet. Et souvent, dans le domaine des brevets, il y a des idées reçues qui sont que le logiciel, ce n'est pas protégeable par brevet, parce qu'il y a effectivement une exclusion pour les programmes d'ordinateur en tant que tels, ou encore que les méthodes mathématiques, ce n'est pas protégeable par brevet. Alors, c'est vrai qu'il y a des exclusions pour ça en tant que tel, mais néanmoins, si l'invention est mise en œuvre par ordinateur, ou bien si la méthode mathématique elle a une application technique concrète, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans le domaine des IoT, alors là, c'est tout à fait protégeable par brevet. Et d'ailleurs, pour bien illustrer cette tendance à un fort développement de la protection par brevet dans le domaine de l'IA, des IoT, l'Office européen des brevets a fait une étude assez récente, qui date maintenant de 3 ans, donc en décembre 2007, pour illustrer ce qu'elle a appelé la 4e révolution industrielle, donc qui englobait le domaine de l'IA, de l'IoT, et qui avait été découpé en 3 secteurs principaux. Donc il y avait ce qu'elle appelait les technologies de base, avec le hardware, le logiciel, la connectivité. Les technologies génériques, où on retrouve justement tout ce qui est intelligence artificielle, big data, analytics, sécurité, etc. Et puis enfin, les domaines d'application, où on retrouve aussi encore des objets connectés, où il y a le potentiel des objets connectés qui peut être exploité. Et en fait, ce qui ressortait de cette étude, c'est que l'Allemagne et la France étaient comme bien positionnés en termes d'innovation, avec l'Allemagne qui était, comme on le sait, avec des PME fortes, était plus dans le domaine d'application des véhicules, l'infrastructure, de la fabrication. Et la France, elle arrivait quand même à tirer son épingle du jeu dans les domaines des technologies génériques, notamment l'intelligence artificielle, la sécurité, l'interface ou les systèmes 3D. Et donc, après, dans ce rapport-là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un certain nombre de courbes et de graphiques pour montrer des tendances. Et donc, sur cette courbe-là, ce qu'on voit notamment, c'est que l'intelligence artificielle, donc j'ai repéré par une petite flèche pour vous montrer ce que c'était, effectivement, jusque dans les années 2010, il n'y a pas du tout de brevet en intelligence artificielle ou même dans les objets connectés, il y en avait très peu parce que c'était une technologie qui n'était pas encore développée. Mais à partir du début des années 2010, c'est là où on a commencé à se développer déjà sur le principe technique. Et puis en même temps, petit à petit, les inventeurs, les déposants qui ont voulu protéger ces inventions-là également par brevet, qui ont déposé des brevets, et puis on voit que ça donnait lieu à des dépôts de demande et que ça donne lieu à des brevets. Donc c'est pour bien vous montrer que même si on peut se dire qu'à la base, comme c'est du logiciel ou comme c'est quelque chose de mathématique, c'est pas protégeable par brevet, qu'en fait ça l'est bien et que même l'Office européen des brevets a fait une étude pour montrer cette tendance et montrer que ça allait être, qu'on pouvait s'attendre à l'avenir à avoir de plus en plus de brevets dans ces domaines-là. Donc là, c'était une vue sur les 20 dernières années. Et après, là, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir les répartitions. Donc là, sur les 5 dernières années, donc d'une part déjà au niveau mondial, donc avec un petit focus sur l'intelligence artificielle, où on voit que ce qui représente l'Europe et l'Office européen des brevets, c'est toutes les zones en orange. Après, il y a les États-Unis, la couleur d'après, c'est en gris. La Corée et le Japon, c'est en bleu un peu plus clair. Et puis la Chine, c'est en bleu turquoise. Et puis après, il y a le Canada, les autres pays. Et donc, on voit qu'au niveau mondial, l'Europe se situe bien en termes de protection par brevet dans le domaine de l'intelligence artificielle ou aussi dans le domaine des systèmes 3D, des interfaces utilisateurs ou encore de tout ce qui concerne l'analyse de données. Et après, si on fait un focus au niveau européen, là, ce qui était un peu comme je vous disais en introduction, où l'étude faisait ressortir en conclusion que la France et l'Allemagne étaient quand même bien placées dans ces domaines-là, c'est ce qu'on retrouve aussi sous forme de ce graphique-là, avec l'Allemagne qui est en orange ici, et puis après suivi de la France qui est en couleur marron. Et donc on voit que même dans le domaine de l'intelligence artificielle,
cette étude faisait ressortir que c'était les entreprises d'origine française qui déposaient le plus de brevets dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc voilà, si vous avez potentiellement des inventions à protéger dans ce domaine-là, c'était des petits exemples chiffrés à travers de cette étude-là pour montrer qu'il ne faut pas hésiter et qu'il y a pas mal de dépôts dans ce domaine-là. Et après, justement, pour concrétiser ça, pour montrer que des inventions par brevet peuvent être protégées pour tout type de technologies et d'applications qui mettent en œuvre de l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter juste après 3 exemples de brevets qui ont été délivrés en Europe pour des inventions qui mettaient en œuvre de l'intelligence artificielle, mais dans des domaines très variés. Donc le premier exemple, c'est par exemple un exemple d'un moniteur cardiaque, donc un stimulateur qui était implanté dans le cœur. Et donc là, c'est plutôt dans le domaine de la santé, c'est également quelque part un objet connecté. Et donc là, en fait, ce qui était le cœur de l'invention, c'était le fait d'avoir eu l'idée d'intégrer dans le moniteur cardiaque des moyens de réseau neuronal, donc en gros un réseau de neurones, qui faisait un certain nombre de calculs et qui avait pour but de délivrer un diagnostic. Et donc là, ce qui avait été protégé, et ce pourquoi l'Office européen avait accepté de délivrer un brevet, c'était pour le fait d'avoir eu l'idée d'implanter dans le moniteur cardiaque un composant électronique qui était apte en manœuvre à un réseau de neurones, qui recevait un certain nombre de données en entrée et qui était capable après automatiquement de délivrer un certain nombre de données de sortie et d'en faire un diagnostic. Et c'est tout à fait protégeable par brevet. Et dans ce cas-là, il faut juste préciser quelles sont en fait, la grande idée. L'idée, de toute façon, après, Philippe vous expliquera ça plus en détail, mais c'est quand on cherche à protéger typiquement un réseau de neurones, à chaque fois, ce qu'il faut se préciser, c'est quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, et éventuellement, comment se fait l'apprentissage du réseau de neurones. Et à partir du moment où ce n'est pas déjà connu dans l'état de la technique, il y a matière à déposer un brevet, à obtenir une invention. Il y a un brevet pour cette invention. Donc là, c'est un premier exemple avec un moniteur cardiaque. Alors après, pour vous donner un autre exemple qui est complètement différent en termes de domaine technique, là, c'est un exemple dans un procédé qui servait à modéliser un écoulement de fluide polyphasique. Donc là, c'était une revendication de procédé avec un certain nombre d'étapes de procédé qui visaient à construire le modèle, à acquérir les données, etc. Et ce qui avait permis d'obtenir la délivrance d'un brevet et ce qui avait constitué la caractéristique distinctive qui avait été reconnue par l'Office, c'était justement ce qu'on retrouve dans la partie caractérisante, c'était le fait que la détermination de l'équilibre au niveau de la maille, donc ce qui permettait de faire les calculs au sein du modèle, c'était fait via la mise en œuvre d'un réseau de neurones. Et là encore, on expliquait après dans la revendication comment fonctionnait le réseau de neurones, qu'est-ce qu'il recevait en entrée, qu'est-ce qu'il délivrait en sortie et à quoi il servait du coup. Donc ce brevet-là a été également délivré. Et puis un dernier exemple aussi de brevet qui concerne l'apprentissage machine ou l'intelligence artificielle. Et comme disait tout à l'heure Raphaël, on peut même réussir à protéger des inventions qui concernent l'IA en elle-même et pas forcément les applications. Et donc là, justement, c'était une invention qui concernait l'optimisation de traitements techniques dans le domaine de l'apprentissage machine. Et c'était vraiment la mise en œuvre d'un apprentissage machine. Et ce qui avait été considéré comme inventif dans cette invention, c'était le fait qu'on utilisait des multiplications matricielles rapides et des convolutions d'un GPU pour faire l'entraînement et le test d'apprentissage machine. Et donc c'est pour ça que sur le petit schéma là, de la figure qui représentait qui était dans le brevet, en gros c'était l'apprentissage machine se trouvait sur la gauche ici. En fait, on voit que l'apprentissage machine c'était cette partie-là. Et au centre, il y avait le GPU qui servait à faire l'apprentissage machine. Et c'était vraiment le fait d'avoir utilisé ce GPU en combinaison avec l'apprentissage machine et pour accélérer les calculs via des multiplications matricielles et des convolutions, qui avait été considéré comme innovant et qui avait permis d'obtenir aussi la délivrance d'un brevet. Voilà, donc à travers ces 3 exemples-là, naturellement, c'est que des exemples, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais c'est pour vous montrer que dans des domaines techniques très variés, on peut trouver des applications à l'intelligence artificielle et après, ça peut donner lieu à la délivrance de brevets et que les offices de brevets acceptent de délivrer des brevets pour ce type d'invention. Donc maintenant, je vais passer la parole à Philippe qui va vous expliquer maintenant plus concrètement comment détecter des inventions et quel est le processus à suivre pour si vous avez des inventions à protéger. Merci. Bon, évidemment, on va
faire ça assez rapidement, mais simplement, on peut se poser la question, quand j'ai un projet, comment est-ce que je vais qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir déposer une demande de brevet et la première chose, c'est de se demander quelles sont les questions que je peux me poser pour commencer à me diriger vers une détection de ce qui peut être viable. Peut-être il y a une liste de questions qu'on peut se poser, c'est de se demander quelles sont les fonctionnalités du produit qui ne sont pas disponibles dans les produits concurrents et de se demander aussi si ces fonctionnalités ont une finalité technique. Donc la première chose quand on va parler de brevet, c'est de dire voilà, j'ai un état de la technique et je vais voir ce qu'il y a de différent par rapport à cet état de la technique. Et vous voyez que déjà dans les phrases qu'ont prononcées Raphaël, puis Olivier, on a déjà parlé au moins 50 fois de la question de la technique, mais c'est vraiment le focus sur lequel il faut être quand on parle de brevet, puisque je vais vous expliquer après ce qu'on entend par ce critère technique. Tout ce qu'on va vouloir détecter comme différence, il va falloir classer entre ce qui peut être technique et ce qui est juste ce qui n'est pas technique. De la même façon, il est important de se dire quels sont les défis techniques qu'on a rencontrés lors du développement de votre produit. Et comment on a surmonté ces défis. Parce que dans un brevet, on va essayer d'exprimer une solution à un problème, parce qu'il va falloir montrer que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait évident par rapport à l'état de la technique. Donc l'importance des problèmes que vous avez rencontrés techniques et la façon que vous avez eu de les surmonter, ça peut être la base. Et en documentant ça, vous pouvez avoir la base pour un mémoire technique pour déposer ça à titre de brevet. Après, il y a plusieurs façons différentes de poser la même question, mais est-ce qu'il y a des détails techniques qui permettront à votre produit de mieux fonctionner que les solutions existantes? Quel est le problème que vous cherchiez à résoudre? Et surtout, dans les domaines de l'intelligence artificielle, on va se poser les questions sur finalement, est-ce que dans votre produit, ce qui fait que ça fonctionne mieux, ce qui fait que ça apporte quelque chose par rapport à l'art antérieur, est-ce que c'est les entrées et les sorties? Est-ce que c'est des pré-traitements ou des post-traitements que vous faites? Parce que ça ne va souvent pas être sur le cœur du moteur d'intelligence artificielle que sans doute vous n'avez pas développé vous-même, vous avez juste utilisé une solution, mais il va falloir se poser la question, est-ce que finalement, simplement, la façon dont j'apprends à mon réseau de neurones à travailler, et les données que je lui donne, la façon dont je les formate, la façon dont je lui donne des informations, dont je tag les informations, est-ce que simplement ça, est-ce que c'est nouveau et est-ce que ça apporte un plus par rapport à l'état de la technique? Par exemple, je lui donne à manger des images et j'obtiens un indice de confiance de 80%. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est qu'en rajoutant 2 informations dans les informations que je vais lui donner pour l'entraînement, je vais passer de 80% à 99% de taux de confiance, par exemple, sur la reconnaissance de plaques minéralogiques. Là, il y a peut-être un effet technique et là, il y a peut-être quelque chose qui peut faire l'objet d'un brevet. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et après, vous voyez que dans toutes les questions qu'on se pose, il y a toujours ce prisme de se dire, mais finalement, cet apport-là, est-ce que c'est juste un apport, on va dire, administratif ou économique, ou est-ce qu'il y a vraiment derrière une question technique? Alors, attendez, je suis revenu en arrière. Hein. Voilà. Donc, en fait, il y a cette question, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose de technique à mettre en avant, ça va bien se passer pour moi parce que je vais être au-delà d'un simple logiciel. En revanche, si j'ai du mal à prouver un caractère technique, à ce moment-là, je vais avoir plus de difficultés pour obtenir une protection par brevet. Donc, malheureusement, il n'y a pas de définition générale de ce qu'on entend par le caractère technique. On peut considérer que ça doit concerner un domaine ou un problème technique ou être défini sur la base de caractéristiques techniques, mais ça vous fait une belle jambe parce que ça ne vous explique pas exactement ce que l'on entend comme ça. Et en fait, la façon de faire, c'est de se ramener à des grandes catégories de choses, et aussi à des décisions de chambres de recours, décisions de justice qui ont décidé que certaines choses étaient considérées comme techniques ou n'étaient pas considérées comme techniques. Si on essaye de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on peut quand même comprendre de cette définition-là, alors il y a des exemples. Par exemple, si on traite des paramètres de données physiques ou des valeurs de contrôle d'un procédé industriel, là on peut se dire c'est des choses qui peuvent être considérées comme techniques. Un autre aspect serait de se dire que ce sont des choses qui affectent le fonctionnement d'un ordinateur, qui permettent d'économiser de la mémoire, d'augmenter la vitesse, d'augmenter la sécurité d'un processus ou d'un échange de données, ou un taux de transfert de données. Ça, ce sont des éléments qui peuvent être aussi considérés comme techniques. Enfin,
on peut avoir aussi des traitements qui affectent les caractéristiques physiques d'une entité, c'est-à-dire qui ont un effet sur le réel ou sur les caractéristiques. Bien évidemment, dans le domaine particulier alors dans les objets, dans les IoT, on a souvent des communications, de la télécommunication, des sécurisations, donc c'est plutôt facile d'obtenir un effet physique. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est parfois un peu moins facile de sentir comment est-ce qu'on peut obtenir cet effet technique. Et en fait, il y a deux possibilités. Et si on se réfère aux exemples qu'a pris Olivier tout à l'heure, il y a deux grandes façons de faire. La première chose, c'est de se dire que c'est vraiment une adaptation d'une technique pour améliorer un outil d'intelligence artificielle. Ça ne va pas être la majorité des cas parce que la plupart des sociétés ne redéveloppent pas un outil d'intelligence artificielle. Donc le modèle qu'on a vu tout à l'heure avec le fait qu'on utilise le GPU pour faire certaines opérations et le CPU pour autre chose, pour optimiser tout ça, on va dire que même en termes de dépôt, ça représente une très faible part qui sont plutôt le fait de sociétés qui sont vraiment très spécialisées dans de la technique, on va dire hardcore, pour développer des réseaux de neurones, des outils d'intelligence artificielle. En revanche, l'autre biais, l'autre façon de prouver qu'il y a un effet technique à votre invention, c'est plutôt de montrer qu'on est appliqué à un domaine technique. Et là, c'est plutôt ce qu'on a vu avec les premiers et deuxième exemples d'Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, vous utilisez un outil d'intelligence artificielle qui est un outil lambda, c'est une boîte noire. Vous en utilisez un, mais vous pouvez très bien en utiliser un autre. Et finalement, simplement, ce qui va vous donner le caractère technique, c'est de l'appliquer, par exemple, à des données physiques ou physiologiques, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le monitoring de données cardiaques et d'encéphalogramme, sur le cœur, quoi, pas sur le cerveau, voilà, c'est données cardiaques. Et l'autre exemple, c'était aussi pour des données physiques qui concernaient les écoulements, des écoulements physiques dans un système. Il y a plein d'autres exemples. Un domaine d'application extrêmement vaste de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui concerne le traitement d'images, le traitement de vidéos, où bien souvent, l'intelligence artificielle est beaucoup plus forte que des algorithmes qui paraissent pourtant beaucoup plus élégants d'un point de vue scientifique, mais qui marchent moins bien qu'un réseau de neurones. Et là, bien souvent, ce n'est pas le réseau lui-même, c'est-à-dire l'outil qui va être brevetable, mais c'est simplement la sélection du dataset que vous allez utiliser. Bon, alors ça, c'est pas très brevetable, mais la façon dont vous allez taguer, labelliser les informations, les formater pour l'entraînement de votre logiciel d'intelligence artificielle, ou après les pré- ou les post-traitements que vous pouvez faire avant de le mettre dans la boîte noire pour que ça devienne quelque chose qui, au lieu de fonctionner de façon standard et d'obtenir un taux de confiance qui est de 70% sur les résultats, vous passiez à 95 ou à 99. Donc en fait, la façon dont vous allez formater ces données, ce que vous avez mis comme effort pour faire ça, l'effort que vous avez mis pour pré-mâcher les données, pour faire peut-être, je ne sais pas moi, du filtrage ou autre chose sur ces données avant ou après de le donner à l'outil d'intelligence artificielle, c'est peut-être là que vous avez les moyens de prouver que vous appliquez un domaine technique particulier, et c'est là que vous allez passer au-delà d'une utilisation simple et avoir droit à un brevet sur le sujet. À titre d'exemple, il y a des choses qui peuvent être considérées manifestement comme non techniques, où on va avoir pas mal de problèmes à faire passer éventuellement des brevets. C'est par exemple la détermination automatique du prix d'un service. Parce que là, le domaine technique, c'est pour vous faire comprendre la différence entre technique et non technique. Quelque chose qui est vraiment considéré comme économique, comme la détermination automatique du prix d'un service, ça va être considéré comme économique, ça va être considéré comme abstrait, donc pas de lien sur le réel, donc a priori non technique. Des classifications, tout ce qui est dans le domaine cognitif, c'est-à-dire quand on essaye de simuler des choses qui se passent plutôt dans le cerveau de l'humain plutôt que dans la réalité physique, ça va sans doute être assez difficile à justifier d'un caractère technique là-dessus. Bon, il y a un exemple qui paraît un peu évident, mais la classification d'utilisateurs suivant leur goût ou leurs préférences politiques, ça c'est considéré comme étant manifestement non technique, puisque c'est vraiment abstrait et c'est en dehors d'un effet, on va dire, sur du réel ou sur de la physique. Donc ça, c'est des exemples de choses qu'on peut considérer comme étant non techniques. Et là, si vous développez de l'IA dans ce domaine-là, ça va être plus compliqué. Enfin, du moins pour la partie brevet. En revanche, des domaines qui sont plus facilement de bons candidats pour les dépôts en termes d'intelligence artificielle, pour des applications qui sont considérées comme assez techniques,
Le traitement d'image, c'est un peu la tarte à la crème du traitement par intelligence artificielle. Le traitement d'image, la reconnaissance, ça c'est vraiment des choses qui sont extrêmement vastes et très vastement utilisées et qui font appel à des considérations techniques, même si on ne va pas tuner ou modifier vraiment l'outil d'intelligence artificielle, les parties amont et aval peuvent être brevetables. Le traitement de la parole, c'est pareil, c'est vraiment des gros consommateurs d'IA et sur lesquels on a de la technique qui permet de déposer des brevets. Des notions de détection de défaillance ou de maintenance prévisionnelle sur des systèmes où l'IA peut être vraiment très intéressante aussi, où on peut trouver des choses techniques. L'analyse médicale, là, j'en reviens à l'exemple qu'avait donné Olivier tout à l'heure. Et puis, alors, le guidage de véhicules autonomes, ça, c'est aussi quelque chose où il y a moult applications possibles sur le sujet. Voilà, c'était juste histoire de vous donner un peu l'idée de cette détection. Et après, quels sont les bons candidats et les moins bons candidats et vers où il faudrait que vous essayiez de creuser pour ces applications-là. Voilà, j'ai essayé de faire le plus rapide possible et je passe la parole à Samuel. Merci. Si vous avez... Donc, vous l'avez vu, pour finir, avant des questions aussi, un petit exemple d'un projet d'entreprise qui va nous permettre de voir dans quelle mesure on peut utiliser notre outil. On vous a parlé de propriété intellectuelle et de propriété intellectuelle. C'est avant tout un outil qui devra vous permettre de protéger ou d'évoluer dans votre environnement économique. Donc, j'ai fait un petit exemple pour vous permettre d'identifier là où vous allez pouvoir mettre en œuvre des outils de propriété intellectuelle. Il s'agit d'une société dont la fonction est de mettre il s'agit d'une société dont la fonction qui s'appelle Logoré, dont la fonction est de mettre en relation des conducteurs qui font un trajet particulier avec des passagers potentiels qui souhaitent se rendre d'un point A à un point B. Cette société s'appellera Logoré. Elle a une baseline, l'intelligence artificielle au service de vos déplacements. Et le système a une application passager qui est sur un téléphone mobile, une application conducteur qui est également sur un téléphone mobile, un système central qui va recevoir les informations de l'application passager qui particulièrement permet aux passagers de donner ses besoins de déplacement, un point de départ, un point d'arrivée, et qui géolocalise en permanence le passager. On a l'application conducteur auquel le conducteur donne une information de point de départ et de point d'arrivée, avec également des informations avec le nombre de personnes dans le véhicule, et également une géolocalisation permanente du véhicule. On a un serveur central qui reçoit ces informations et qui, en fonction des informations qu'il reçoit, met en relation les gens pour leur permettre de trouver chaussures à leurs pieds, ou tout au moins des passagers trouvent des déplacements et des conducteurs trouvent des passagers. Le système travaille en temps réel, donc donne des informations aux conducteurs en permanence, de manière que si un passager se trouve sur son trajet pour aller sur un lieu qui passe pas loin ou qui est sur son trajet également, eh bien lui offrir la possibilité d'y accéder. Et enfin, le système enregistre des données anonymisées des déplacements, des flux de déplacements en fonction des informations qu'il reçoit. La question qu'on se pose, c'est comment protéger ou que peut-on faire en matière de propriété intellectuelle avec un tel système. La première chose à laquelle on va penser, c'est que notre société a un nom. Donc on va penser à la marque, on va essayer de protéger la marque. Alors ce qu'on vous a dit depuis le départ, c'est que nos titres de propriété industrielle sont des outils
qui permettent d'interdire un titre de propriété industrielle, un droit de propriété intellectuelle. Ça permet d'interdire. C'est le droit d'interdire, ce n'est pas forcément le droit de faire. Donc quand on va commencer à se poser la question de la marque, on va essayer de savoir s'il n'y a pas des gens qui portent déjà le même nom que nous. Donc on va faire des recherches et on va penser à la marque. Après, la marque, c'est le nom. C'est ce qui va permettre au consommateur, quel qu'il soit un professionnel ou un particulier, de vous identifier. Donc ça, c'est la première chose. On va créer une société, on va lui trouver un nom, et là, on va penser à faire de la marque. Ensuite, on va se poser la question de savoir comment on va développer notre application. Et on va se poser, une fois qu'on a trouvé un nom à notre société, on va se poser la question des relations que l'on a avec les tiers. Et là, c'est plus tout à fait de la propriété intellectuelle, c'est du droit en général, c'est des contrats. On va se dire comment je vais générer mes créations, qui va être l'auteur de mes créations, et on va organiser notre outil de propriété intellectuelle, donc à faire des contrats avec des clauses de propriété intellectuelle, pour s'assurer la propriété de ce que l'on va créer. On va créer des choses, on va interagir avec des personnes extérieures qui ne seront pas nécessairement des salariés de l'entreprise, et donc on va avoir une question de contractuel et organiser notre propriété intellectuelle de notre entreprise autour de ces contrats. C'est fondamental, c'est à faire dès le départ. L'idée, quand on crée une entreprise, c'est de créer un patrimoine intellectuel. Donc, il faut s'assurer que ce patrimoine vous appartienne bien quand vous êtes créateur d'entreprise. Ensuite, vous avez cette notion de patrimoine. Ici, on a une notion de droit d'auteur, puisqu'on parle de logiciel. Donc, le logiciel est protégeable, une partie par brevet, on vient d'en entendre parler, ses fonctionnalités seront protégeables par brevet. Et puis, on a les autres aspects, le code source et les exécutables qui vont être protégeables par le droit d'auteur. Donc, il va falloir qu'on envisage de mettre en œuvre des procédures. Raphaël vous en a parlé, cette notion de datage et d'identification des données, du savoir-faire intellectuel, du patrimoine intellectuel de l'entreprise, vaut aussi en matière de logiciel. Il va falloir qu'on mette en place des processus pour horodater nos données, horodater nos logiciels, horodater nos sources, horodater nos exécutables, pour s'assurer de pouvoir démontrer la propriété de ce patrimoine intellectuel qu'est le logiciel. Et puis, en matière de logiciel, si on parle toujours de propriété intellectuelle, il faut savoir que le droit d'auteur, on l'a dit, c'est le droit d'interdire. Eh bien, il va falloir qu'on se pose la question de savoir si les logiciels que l'on met en œuvre peuvent être mis en œuvre de la façon dont on fait. Donc, j'attire juste un bullet point, quelque chose d'intéressant c'est les interventions ou c'est fini? Bon, les interventions. Donc, je vais pas aller plus loin. En matière de logiciel, assurez-vous que vous ne mettez pas en œuvre des logiciels open source qui ont des licences polluantes et qui vous obligent éventuellement à communiquer et rendre accessibles vos sources au public. Posez-vous la question, auditez vos logiciels pour être sûr que vous les utilisez bien comme il se doit. Je dois m'interrompre là. Les autres points qui ont été abordés par mes collègues avant, si vous avez des questions, c'est le moment. Bon, pas de questions donc. Si, il est doublement protégé, donc on doit... J'ai juste une question, c'est est-ce que vous avez un avis sur la pertinence des examens dans le domaine du numérique par rapport à la culture générale des offices de brevets qui étaient plutôt connectés sur des problématiques des sciences plutôt dures comme la mécanique, la chimie, etc. Parce que dans le numérique, l'activité inventive est peut-être plus difficile à évaluer, ou c'est peut-être un peu nouveau pour qu'il y ait une évaluation sérieuse de l'activité inventive, comme par exemple utiliser un GPU pour accélérer un réseau de neurones. Moi, personnellement, il faudrait voir dans le détail s'il y a quelque chose de précis, mais je ne vois pas où est l'activité inventive. Dans cet exemple, alors déjà pour répondre à votre première question, décidément. Oui,
pour répondre à votre question sur la compétence finalement des examinateurs à bien analyser les inventions, bien comprendre et reconnaître s'il y a une inventivité ou pas dans l'invention qui leur est donnée à examiner. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'examen, notamment là, on parlait de l'Office européen des brevets qui fait l'examen pour pas mal d'offices. Donc, non seulement pour l'Office européen des brevets, mais aussi pour l'INPI, parce que l'INPI délègue l'examen à l'Office européen des brevets. Juste pour information, en fait, il y a plusieurs milliers d'examinateurs qui sont en charge des examens à l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets recrute des examinateurs régulièrement, et donc il y a à la fois des anciens qui ont peut-être plus des compétences en matière de mécanique, comme vous disiez, mais il y a aussi des jeunes qui sont recrutés régulièrement, et justement, ils ajustent leurs besoins en termes de compétences techniques en fonction des domaines techniques. Et donc, chaque année, dans leurs embauches, là, en fait, au cours des dernières années, ils ont clairement recruté des examinateurs qui sont aptes et qui ont des compétences techniques dans ces domaines techniques-là. Parce qu'en gros, nous, quand on vous conseille et qu'on vous accompagne pour protéger votre invention, on a un bagage technique parce que pour exercer ce métier-là, il faut avoir un diplôme, un bac plus 5 technique ou un diplôme d'ingénieur, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même chose pour les ingénieurs. Et pour les examinateurs à l'office, ils ont aussi ce bagage technique-là. Et l'Office adapte vraiment ses plans de recrutement en fonction des dépôts et même il se réorganise après en fait, pour avoir le nombre d'examinateurs qui est vraiment cohérent par rapport au nombre de demandes qui sont déposées dans chaque domaine technique. Et puis après, pour répondre à votre deuxième question sur la pertinence ou pas d'avoir délivré un brevet pour l'exemple qu'on donnait avec le GPU, alors là c'était résumé, mais en fait ce qu'il fallait voir, c'est que certes, on peut se dire un GPU c'est connu d'un côté, la machine learning c'est connu de l'autre, mais en fait, ce qui avait été reconnu comme innovant et qui avait été reconnu comme impliquant un effet technique avec un caractère technique et qui apportait une amélioration par rapport à l'état de la technique dans ce cas précis-là, c'était justement cet effet de synergie d'avoir pensé à utiliser un GPU qui est habituellement plus utilisé pour faire des traitements graphiques ou des choses comme ça, et donc pas forcément en synergie avec le CPU, pour faire ces traitements particuliers-là et pour accélérer le traitement de machine learning qui était fait principalement à la base par le CPU, quoi. Donc c'est pour ça, dans ce cas précis-là, qu'il y avait eu un brevet qui a été délivré. Et c'est un exemple qui a été donné, par exemple, par un examinateur qui est vraiment à la pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui expliquait que, clairement, s'il n'y avait pas eu le GPU dans l'invention, il n'y avait pas d'invention, il n'y avait pas d'effet technique. Mais c'est la combinaison des deux et la synergie entre les deux qui a conduit l'Office à délivrer un brevet pour cette invention-là. Peut-être ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que dans ces domaines d'intelligence artificielle, l'examen il est quand même très particulier parce que les problématiques que j'ai mentionnées tout à l'heure de ce qui est technique ou pas technique avec les méthodes mathématiques, ça fait l'objet d'une partie spécifique des directives de l'examen. Et en général, les personnes qui sont mises dessus sont bien au fait à la fois des aspects juridiques concernés, mais aussi des aspects techniques. Donc on peut considérer quand même que, après il y en a beaucoup, donc on peut tomber sur un bon ou un mauvais, mais le accord des personnes est quand même bien formé sur le sujet. Juste pour conclure sur cette question, il faut se rappeler que il faut avoir en tête que les examinateurs sont des êtres humains, donc forcément ils sont il y a une imperfection liée à la question. L'autre question que vous posez sous-jacente est celle de l'art antérieur, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont à leur disposition tout l'art antérieur nécessaire pour pouvoir apprécier la brevetabilité. La question est ouverte. Et enfin, il faut avoir en toute fin avoir en tête qu'un brevet n'est valable que jusqu'à ce qu'on ait démontré qu'il était nul. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un office a déposé un brevet que l'on ne peut pas, postérieurement à son dépôt, venir en contester la validité. Et donc peut-être que, notamment à l'Office européen des brevets, vous avez possibilité de faire opposition. Peut-être que vous avez des éléments d'information à votre disposition qui vous permettent de contester la validité d'un brevet. Eh bien, il faut les porter à la connaissance de l'Office pour qu'il puisse revoir sa position sur cette base. Et le juge, si vous avez un brevet qui est délivré, le juge va aussi être en mesure de réanalyser l'art antérieur nouveau que vous allez lui mettre à disposition, et peut-être qu'il conclura à la nullité du brevet qui aura été préalablement délivré. Ce n'est pas une science exacte, le brevet. C'est une science, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas une connaissance omniscience
On n'est pas omniscient quand on fait un brevet, on n'est pas omniscient quand on examine un brevet, et donc forcément, il peut y avoir un biais dans la délivrance des brevets. Ça, c'est une certitude. Juste pour terminer, je vais terminer par une question, une interrogation. C'est vrai que vous évoquez l'activité inventive, monsieur, et on a coutume depuis des décennies d'utiliser un personnage fictif qui est l'homme du métier comme référent pour apprécier l'activité inventive. La question qu'on peut se poser, c'est vis-à-vis de machines qui sont elles-mêmes créatrices d'innovation, quel va être le référent? Donc je terminerai notre intervention sur cette question et on vous remercie de votre attention.